J'ai demandé aux élus de bien vouloir s'installer parce que je vous rappelle que la séance est filmée, donc ce serait bien de démarrer à l'heure. Je crois voir que nous avons le quorum. Oui. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette ultime séance de conseil municipal de l'année scolaire, s'entend, puisque je pense que le prochain aura lieu plutôt en septembre. Alors, je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Madame Valérie Lefebvre. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce choix? On n'en voit pas. Donc, Madame Valérie Lefebvre, secrétaire de séance, va faire l'appel. Bonsoir à tous. Jean-François Dardenne. Présent. Hervé Roberti. Présent. Valérie Lefebvre. Didier Caron. Présent. Badia Zrari. Présent. Claude Robert. Présent. Patricia Richard. Présent. Michel Duplessis. Ginette de Courtrai, absente. Pouvoir. Ah, je ne sais pas qui. Ah, Sonia Viard. Sonia. Olivier Carré, absent. Pouvoir. Il avait dit qu'il envoyait un mail. Sonia Viard. Nicolas Promzy. Présent. Léa Fatma. Kaya. Absente Didier, pouvoir à Didier Caron, pardon. Mokhtar Alouache. Il arrive, il sera en retard, m'a-t-il dit. Marie-Josée Furtado. Pareil. Peut-être en retard, Marie-Jo. Jean-Michel Zakartchouk. Présent. Maria Lagache. Mehmet Atak. Présent. Malika Kerr. Retard, pouvoir Valérie Lefebvre. Nurier Topal. André Mailleux. Marie-Claude de Catoir. Présente. Yves Duchâteau. Présent. Annie Dupressoir. Nazer Timba Pépé. Présent. Imen Bouarbe, absente, pouvoir Hervé Roberti. Habib Choc. Présent. Loïc Penn. Pardon, oui. Lauriane Le Riche. Pascal Lambert. Présent. Patrice Abran. Présent. Martine Cagnard. Gilliane Roux, absente, pouvoir Marie-Jo Fuentes. Alain Petit, absent, pouvoir, pas de pouvoir. Et Marie-Jo Fuentes, présente. Ah, d'accord. Ok, super. Merci. Alors, le compte-rendu de la dernière séance a été soumis à votre sagacité. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Des questions? Des interrogations? Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. De même, vous avez reçu l'ensemble des décisions que j'ai été amené à prendre en votre nom. Sur ces décisions, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Si, une. Allons-y. Sauf que je n'ai pas mes décisions. Il faut que je la retrouve, c'est la 324. 324. 324. Achat d'un pistolet à impulsion électrique. Bon, et de 16 accessoires, cartouches réelles, cartouches d'entraînement, etc. En fait, je me posais la question de l'utilité et pourquoi on achète ça. Vous C'est avez un taser, compris c'est ça? Oui, ça s'appelle, enfin c'est la marque, c'est pour ça qu'on appelle ça un pistolet à impulsion électronique et ses accessoires. Il faut savoir que la police municipale nogentaise est armée depuis la fin du siècle dernier.
Elle a été armée par mon prédécesseur. Et donc, parmi son arsenal figurent ces tasers. Je l'ai dit et je le redis, quand j'ai été amené à prendre la fonction de maire, je me suis interrogé sur cet armement. J'ai interrogé les personnes qualifiées, notamment le commissaire central de police, qui m'a expliqué que les personnels en uniforme étaient souvent la cible et que le fait de les armer n'en faisait pas forcément des dangers publics, mais contribuait à leur propre sécurité. Donc j'ai suivi le conseil de commissaire et j'ai laissé cette police armée. Maintenant, dans l'armement, le taser a déjà été utile, notamment dans le fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au mandat précédent, d'une attaque contre les policiers municipaux qui avait eu lieu dans le quartier Ville-Verte et qui avait vu une agression sauvage d'une policière municipale. Ça, c'est le premier cas où le pistolet taser a été sorti, mais n'a pas été utilisé dans ce cas-là. Et le deuxième cas, c'est quand un jeune homme, visiblement avec des carences et des souffrances de type psychiatrique, était monté sur le toit au boulevard Branly en criant des cris de ralliement liés à l'époque difficile que nous avons entendue au moment des attentats. Et donc le taser a été utilisé pour neutraliser cet individu qui était armé d'un couteau et qui menaçait de sauter et de mettre fin à ses jours, voire d'attaquer alentour. Donc voilà pourquoi ces pistolets à impulsion électronique, voilà à quoi ils servent. Ils servent très peu. Je dois dire que l'armement, depuis que je suis maire, je n'ai jamais vu la police municipale sortir son arme, un policier municipal, pardon, sortir son arme de poing. Je parle de l'autre arme, hein, puisque... Et donc, voilà pourquoi nous renouvelons ces pistolets à impulsion électronique qui, comme chaque objet, arrive parfois à obsolescence et nécessite d'être racheté. Alors, ça m'a ennuyé de poser cette question dans le contexte actuel, en fait, vraiment parce que c'est là que s'est tombé le taser. Je ne suis pas pour qu'on fasse un débat maintenant, surtout vu ce qu'a été l'ambiance de ces derniers temps sur le rôle de la police municipale, mais je souhaiterais qu'on reporte à une période plus calme, en fait, ce débat, qu'on ait un échange là-dessus. Moi, je suis interpellé sur le fait qu'on ait armé notre police municipale, et les débats s'enclenchent sur le plan national, là pour le coup, sur le fait que toute la police soit armée. On prend beaucoup l'exemple de la police anglaise, où c'est 20% des effectifs qui sont armés. C'est vrai qu'une police municipale, on ne lui donne pas le même rôle qu'à la police nationale, et ça vaudrait le coup, à mon sens, de discuter du rôle qu'on veut lui donner et des missions qu'on veut finalement l'avoir réalisées. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, je souhaiterais que vraiment on en débatte plus tard, parce que là, ce serait un débat qui, à mon sens, dans le contexte, ne nous aiderait pas. Voilà. C'est tout à fait le sens de la déclaration solennelle que je souhaitais faire sur le fait de débattre, on va dire, des choses relevant de la sociologie et de la philosophie d'action plus tard, mais que l'heure était plutôt à l'action et à la mise en place de choses concrètes. Mais j'y viendrai. D'autres questions sur des décisions? Oui. Bonjour. Concernant la décision 380 sur les projets de végétalisation des cours à l'école Charpak et Jean Moulin, il me semble, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il serait possible d'avoir communication des projets d'implantation dans les cours pour... Je vais laisser M. Caron vous répondre. Hein. Oui, pas de souci. Et Madame. Il n'y a pas de problème pour avoir les plans et l'implantation des différents... Alors, des arbres, des potagers, des traçages aussi pour les jeux, enfin pas les jeux, mais pour que les enfants puissent faire les exercices demandés par l'État et pouvoir les... Oui, il n'y a pas de souci. On les a. Oui. Donc on vous les fournira, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, M. Lambert. Merci, Monsieur le maire. Moi, ça concernait la décision numéro 389 pour l'achat de 6 VTT. Alors, l'achat en lui-même ne me pose pas de problème. C'est juste savoir s'il n'y a pas une erreur dans l'intitulé en dessous.
En fait, pour le fait de passer en tarif professionnel Décathlon nous ferait payer plus cher que tarif tout public apparemment. Je pensais que c'est parce que je pensais que le fait d'avoir un tarif pro, justement, les prix étaient plus bas que le tarif public. Si vous me permettez. Oui, alors on avait trouvé en fait des 6 vélos en promotion, donc ce qui nous allait très bien. Et quand on est arrivé pour acheter chez Decathlon, on a dit ah non, c'est une ville, c'est plus cher, c'est tarif pro. Voilà, c'est pour ça. Sinon, et le tarif pro est plus cher, ce n'est parce que là, c'était en promotion. Ils n'ont pas voulu nous faire le tarif promotionnel. D'accord, donc il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Ok, bon, merci Decathlon. Malheureusement. Voilà. Malheureusement, oui. Et vous avez compris que notre police municipale de proximité était aussi armée de vélos. Voilà. Sans vouloir relancer le débat. Je n'en vois pas. Si vous le permettez, avant d'aborder l'ordre du jour, je voudrais faire une déclaration solennelle. Les événements de la fin du mois de juin ont fortement marqué les esprits des Nogentaises et des Nogentais. Durant ces nuits de désordre et de violence, beaucoup se sont sentis impuissants. Certains m'ont même dit avoir ressenti de la peur à la vue des dégâts perpétrés au bien public et la détermination des assaillants. L'hôtel de ville, la médiathèque, la poste et la grande surface commerciale de la place des Trois-Rois concentrent l'essentiel des dégradations recensées, sans compter les innombrables containers et poubelles incendiées à même la chaussée, qui en conservent de profondes stigmates. J'ai condamné, nous avons condamné sans réserve ces agissements irresponsables et puérils, au même titre que nous condamnons toutes les violences, d'où qu'elles viennent, y compris dans le champ institutionnel. Mais rien, absolument rien, ne justifie un tel déferlement de sauvagerie. Je veux une nouvelle fois remercier les unités de la police nationale, et particulièrement les 5 agents de la BST qui sont intervenus la première nuit, aux côtés de nos équipes de police municipale que je remercie également avec un grand respect, pour leur intervention afin de tenter d'éviter en vain le pire pour notre hôtel de ville, la maison commune de chaque Nogentais. Je remercie les pompiers du centre de secours, notamment leur chef de centre, le lieutenant Vaillant, blessé au visage lors de cette intervention, ainsi que les courageux citoyens nogentais qui sont intervenus afin d'éteindre au plus vite et avec les moyens du bord les incendies ici et là. Je remercie Madame la préfète de l'Oise et ses services d'avoir pris la bonne mesure du drame vécu à Nogent-sur-Oise et d'avoir déployé dès le lendemain les moyens nécessaires pour faire cesser les troubles. Je la remercie également pour son engagement à les maintenir le temps qui sera nécessaire. Vous me permettrez enfin de remercier chaleureusement mes services, sous la houlette de Philippe Dizangremel, notre directeur général des services, l'ensemble des agents et fonctionnaires publics de la ville de Nogent-sur-Oise, pour avoir très vite relevé la tête et mis en œuvre notre volonté de maintenir à tout prix le service public local dans ces instants dramatiques. Ce fut fait lors des nuits d'émeute avec la présence des effectifs de notre police municipale sur place et au CSU et de notre astreinte technique. Ce fut fait dès le lendemain, dès les lendemains qui suivirent avec nos équipes techniques du CRM et la réinstallation immédiate, dans des conditions certes restreintes, des services municipaux qui se trouvaient dans l'incapacité de poursuivre leur mission au service de la population
dans leur bureau habituel. Je remercie ces agents choqués, attristés, mais surtout solidaires et déterminés à poursuivre leur travail. Cela fut fait également le lundi 3 juillet à midi sur la place de la mairie, quand les élus, de tous bords, les services et les citoyens ont répondu massivement à l'appel de l'Association des maires de France, l'appel au sursaut citoyen. Je remercie chacune et chacun des participants, des 300 participants présents ce jour-là. Cela se poursuit depuis 10 jours, au nom de la haute idée que nous nous faisons de notre tâche, quand nous affirmons notre volonté de continuer notre action au service des Nogentais. Les services ont été réinstallés, certes dans des conditions pas encore optimales, mais déjà fonctionnelles dans divers locaux municipaux de la ville. Merci à nos villes voisines pour leur solidarité quant à certaines missions qu'elles relèvent avec nous. Et surtout, la vie nogentaise a repris son cours, notamment au travers du déploiement des premières manifestations de l'été. La meilleure preuve en est le succès de la manifestation de ce vendredi 7 juillet au Parc Hébert et sur l'avenue qui le borde. L'opération « La rue est à nous ». J'insiste, la rue est à nous, opération citoyenne. L'école est finie. S'y est déployée de manière formidable et a pu accueillir plusieurs milliers de Nogentais, tous âges confondus, pour faire la fête ensemble, en toute fraternité et en toute joie. Merci aux organisateurs, aux services citoyenneté, festivités, techniques, communication, et à tous les services au sens large du terme. Merci au Studio Son et à l'association En Avant pour Nogent et sa merveilleuse équipe de bénévoles. Ce soir-là, nous avons retrouvé le cœur et l'âme de Nogent-sur-Oise. Nous continuerons sur cette dynamique à déployer toutes les manifestations prévues à l'agenda de l'été 2023. Par exemple, dès demain avec le ciné d'été dans le quartier Carnot. Toutes les manifestations à une exception près. Le feu d'artifice, que j'ai décidé, la mort dans l'âme, je dois le dire, d'annuler pour le 13 juillet prochain, pour mieux le reporter à une date ultérieure de l'année 2023. Pourquoi une telle décision ? Parce que compte tenu de la popularité de cet événement, qui voit converger en masse des centaines de familles nogentaises vers le château des Rochers et alentours, et notamment des familles complètes, composées de parents, d'enfants, de petits-enfants en bas âge, compte tenu de l'emplacement de la zone de tir de ce feu d'artifice dans l'enceinte fermée du château des Rochers, est coupé du reste de la ville par la route départementale 200. Et compte tenu des informations reçues et en ma possession qui indiquent la probabilité de nouvelles séances de tir de mortier dans certaines zones de la ville dans les jours prochains, et parce que de ce fait, nous n'avons pas la certitude de garantir à 100% la sécurité des familles nogentaises qui participeraient à cet événement, j'ai donc pris la décision, je le répète, en accord avec les élus en responsabilité, maires adjoints et conseillers délégués, d'annuler, ou plutôt de reporter, pour être plus précis, le feu d'artifice prévu ce 13 juillet. Je m'empresse de dire que cette exception ne viendra pas entamer notre volonté, qui est celle de faire passer aux Nogentais le plus bel été qui soit, et que très vite nous nous remobiliserons sur l'ensemble des événements. Mais je tenais en toute responsabilité à vous faire part de cette décision. Nous avons attendu le maximum pour la prendre, mais cette fois la décision est prise et donc le feu d'artifice n'aura pas lieu ce 13 juillet prochain. Merci de votre attention.
Et comme je l'indiquais à M. Penn, dans cette déclaration solennelle, je n'ai pas entamé la moindre explication du pourquoi ces événements sont intervenus, etc. Et il n'empêche que, bien évidemment, mais ce n'est pas le moment, je suis d'accord avec vous, il faudra nous poser la question, pourquoi ces événements sont intervenus, quel a été le déclencheur, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans nos politiques publiques. Je m'adresse à l'État, notamment, mais également dans nos politiques publiques locales, sachant que nous avons vécu un événement qui n'est pas propre à Nogent-sur-Oise, bien évidemment, chacun l'a bien compris, mais qui est un événement à dimension nationale. Et il nous faudra faire un travail de fond, pas seulement pour éviter que ces événements ne se reproduisent, mais surtout pour travailler sur les causes profondes de ces événements et faire en sorte qu'ils puissent, à l'avenir, qu'on puisse déployer d'autres dynamiques. Voilà. Merci de votre attention. Si vous en êtes d'accord, et ayant fait cette déclaration solennelle, je n'ai pas envie qu'on fasse un débat non plus de 3 heures. Si vous voulez réagir, faites-le. Sinon, nous passons à l'ordre du jour. On passe à l'ordre du jour. Très bien. Alors, le premier point concerne le programme local de l'habitat et c'est Madame Badia Zrari qui va nous le présenter. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, nous vous proposons de donner un avis sur le programme local de l'habitat. Pour rappel, et en date de mai 2020, prescrivant l'élaboration du programme local de l'habitat a été porté en conseil communautaire. Ensuite, a eu le projet PLH transmis par l'AXO. Alors, le PLH est un document stratégique de programmation. Il est obligatoire pour les communautés de communes ou d'agglomération. Il inclut la politique locale de l'habitat, que ce soit public, privé, de la gestion du parc existant ou des constructions nouvelles. Et ça peut être aussi de la gestion de l'habitat indigne. Le PLH précédent couvrait donc la période 2014-2019 et celui-ci va couvrir la période 2020-2025. Le PLH est composé de 3 documents. D'abord un diagnostic, puis un document d'orientation stratégique et un programme de fiches actions chiffrées. Ce projet de PLH a pour objectif la construction de 2000 logements à l'horizon de 2028, avec une répartition bien évidemment équilibrée aux besoins du territoire, soit 50% d'accession à la propriété et 50% de logements locatifs, dont 25% de logements sociaux. Le projet recensé actuellement à l'échelle de l'AXO, représente déjà 2300 logements environ. Pour la ville de Nogent-sur-Oise, l'objectif affiché représente 536 logements. Le document d'orientation est structuré en 5 orientations pour répondre aux enjeux identifiés dans ce diagnostic. L'orientation 1, c'est offrir des parcours résidentiels au sein de l'AXO pour mieux fidéliser les ménages. L'orientation 2, c'est mieux maîtriser l'accueil de la population fragile et améliorer la mixité à toute échelle. L'orientation 3, c'est attirer les ménages avec des niveaux de revenus plus élevés pour améliorer les équilibres sociaux. L'orientation 4, c'est amplifier l'amélioration de l'habitat et la lutte contre l'habitat indigne. L'orientation 5 et la dernière, c'est déployer le volet habitat de la transition énergétique et écologique. Sur ce point, la ville de Nogent mène en parallèle des actions en matière de développement durable et de végétalisation de l'espace urbain, comme les écoles que nous avons citées tout à l'heure. Pareil, un plan d'urbanisme prévoit de restreindre des constructions dans une bande de 30 mètres depuis la voie publique, ou par exemple encore la création d'un lieu d'oxygène pour les habitants au niveau des tours Calmettes avec un îlot forestier, la réhabilitation du parc Marais-Mauroy, ou alors, concernant les économies d'énergie, ça peut être lié au logement, en créant des partenariats et en accompagnant ces propositions avec des actions de sensibilisation auprès des habitants sur leurs dépenses énergétiques, que ce soit en eau ou en électricité. Et bien évidemment, avec un partenariat spécial avec l'association ADIL ou l'ADEME pour les subventions. Il est donc demandé ce soir au Conseil municipal de donner un avis favorable à ce PLH qui a été arrêté par le Conseil, je le rappelle, Conseil communautaire du 25 mai dernier. Conseil communautaire. Tu vois quelqu'un parler ? Merci Badia. Sur ce sujet, y a-t-il des demandes d'intervention ?
sujet qui a été effectivement, comme Badia vient de le dire, évoqué en conseil communautaire, mais étudié en commission. Je n'en vois pas. Donc je soumets au vote un avis favorable sur ce PLH. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté. Le point suivant, Monsieur Caron. Oui, bonsoir à tous. C'est une délibération qui concerne la délégation du droit de préemption urbain au bénéfice de l'EPFLO, concernant une intervention sur l'ensemble immobilier situé place Gersthofen, donc la Chambre des métiers. Donc, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, la ville de Nogent-sur-Oise mène une réflexion sur le devenir du centre-ville, donc l'avenue du 8 mai, la place des Trois-Rois, la rue du Général de Gaulle. Dans ce cadre, la ville est intervenue en partenariat avec l'EPFLO sur ce secteur afin d'y conserver une diversité et un dynamisme commercial. À ce titre, l'EPFLO a acquis dernièrement les locaux commerciaux de la place des Trois-Rois, donc par exemple la Société Générale, les locaux occupés par Carrefour, ainsi que les locaux de la MAF situés avenue du 8 mai. À ce jour, la ville a été informée de la mise en vente de l'ensemble immobilier bâti à usage professionnel, donc la Chambre des métiers, située 1 espace Gersthofen. L'acquisition de cet immeuble permettrait la réalisation d'une opération de maintien, de développement de l'activité économique de l'avenue du 8 mai, ainsi qu'une opération d'aménagement de redynamisation du centre urbain de la ville. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la délégation de droit de préemption urbain à l'EPFLO pour l'ensemble immobilier situé 1 espace Gersthofen, cadastré BE 188, 191 et 199, dans la limite de l'estimation du service des domaines, et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Des questions, des remarques? Donc il s'agit d'un bâtiment important dans le centre-ville, occupé par la Chambre des métiers, sur le parvis de Gersthofen. Pas de remarques pour cette délégation du droit de préemption à l'EPFLO, qui va travailler donc pour nous, in fine. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. La suivante, c'est Monsieur Mehmet Atak qui va nous la présenter. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne une transaction avec la SCI Alain Raymonde dans le cadre de la résiliation du bail relatif aux locaux loués au 49 rue Vallière. Un bail soumis aux dispositions du Code de commerce a été conclu par la commune avec la SCI Alain Raymonde en février 2014 pour l'occupation des locaux situés au 49 rue Vallière pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2014. Ce contrat a été résilié par la ville à compter du 28 février 2023 dans les formes prescrites par la convention de location conclue. Les locaux étaient jusqu'à cette date mis gracieusement à disposition de l'association CCNO par la ville. Dans le cadre de cette résiliation, au terme de la période de location, la SCI Alain Raymonde a constaté un certain nombre de dégradations locatives qu'elle a entendu mettre à la charge de la ville en sa qualité d'ancien locataire. Les sommes initialement demandées par la société s'élevaient à 121 228 €, arrêtées sur la base de divers devis de remise en état des lieux commandés en novembre 2022 par la société propriétaire. Au terme de négociations menées par la ville, il a été convenu de fixer la somme due par la ville auprès de la SCI Alain Raymonde à un montant forfaitaire de 42 000 €. La présente transaction si annexée qui vous est soumise a ainsi pour but de régler de manière définitive et transactionnelle cette situation. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les dispositions du projet de protocole transactionnel annexé et d'autoriser Monsieur le maire à signer ce protocole transactionnel avec la SCI Alain Raymonde. Merci. Sur ce sujet que l'on a déjà évoqué en CMC, si ma mémoire est bonne. Pas de questions? Pas de vote contre, pas d'abstention? C'est quoi, vote contre ou abstention? Alors, 5 abstentions. Très bien. La prochaine, les autres sont pour, il n'y a pas de vote contre. La prochaine, c'est Hervé Roberti. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'un constat de désaffectation et déclassement du domaine public des parcelles AW 137P et AW 150P
rue du Pont-Royal et impasse Gambetta. Dans le cadre de la cession de l'îlot foncier délimité par la rue du Pont-Royal, l'impasse Gambetta au profit de la société Cogedim, le conseil municipal a autorisé monsieur le maire, par délibération en date du 28 mars 2022, à lancer une procédure de désaffectation des dépendances du domaine public pour les parcelles que je viens d'indiquer. À cet effet, les mesures de désaffectation ont été menées et aujourd'hui, un procès-verbal de constat établi par maître doyen, huissier de justice à Chantilly, en date du 13 juin 2023, précise les modalités. La désaffectation à l'usage direct du public de ces emprises est effective, entraînant le déclassement du domaine public communal, prévu par l'article L. 214-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Il est donc demandé au Conseil de constater cette désaffectation, de prononcer le déclassement du domaine public et d'autoriser monsieur le maire ou le troisième adjoint au maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci Hervé. Pas de questions. Le sujet a été abordé également en commission. Je mets aux voix. Vote contre. Abstention. 5. Adopté. Alors, nous passons maintenant à Madame Patricia Richard. Bonsoir à tous. Donc, je fais suite à la délibération qui vient d'être votée. En effet, il s'agit toujours du même ensemble immobilier. Donc, le conseil municipal vient de se prononcer sur la désaffectation et le déclassement des emprises foncières en vue de les intégrer dans le domaine privé communal dans le cadre de la cession de cet îlot foncier, donc délimité par la rue du Pont-Royal et l'impasse Gambetta, au profit de la société Cogedim. Il est rappelé qu'en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que d'un arrêté en date du 5 décembre 2016, l'avis du service des domaines est obligatoire. Celui-ci a été saisi par voie dématérialisée en date du 1er février 2022 afin d'évaluer la valeur vénale du bien. Or, aucune réponse n'a été apportée préalablement à la délibération du 28 mars 2022 précitée. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la vente de l'îlot délimité par l'impasse Gambetta et la rue du Pont-Royal, donc composé des parcelles qui sont citées dans la délibération, ainsi que de dépendances du domaine public non cadastré, d'une superficie globale de 2526 m² au prix de 370 000 € hors taxe au bénéfice de la société Cogedim, et d'autoriser monsieur le maire ou le troisième adjoint au maire à signer tous les documents relatifs à cette cession. Pas de questions. Oui, juste une explication de vote. Nous allons voter contre cette délibération. Nous avions déjà voté, excusez-moi, nous avions déjà voté contre quand ce projet a été évoqué. Alors, c'est quelque chose de régulier, mais nous n'avons pas eu d'éléments de projet autour de ce que va faire la Cogedim sur ce site. Donc on ne va pas le voter et on va avoir le même problème puisqu'on vous avait interpellé sur le projet de l'autre côté, sur l'espace qui était occupé initialement par l'immeuble Pont-Royal, sur le projet Cogedim, puisque là aussi, il y a un quartier complet qui va être envisagé dans ce coin-là. Et de nouveau, nous n'avons pas eu d'écho. Donc je vous interpelle du coup pour celui-là aussi, pour savoir quand on pourra avoir des éléments, voire une visite et une discussion autour du projet de ce nouveau quartier. Alors, sur ce quartier et ce projet, donc j'entends bien que vous faites un vote de précaution. Nous allons faire un vote on va dire, de volontariste. Et pourtant, les nouvelles récentes concernant ce promoteur font que je ne suis pas sûr, à l'heure où je vous parle, que ces projets, aussi bien l'un que l'autre, aillent à leur terme.
Pourquoi? Parce que, situation nationale, vous n'êtes pas sans savoir que la situation de la promotion immobilière est relativement catastrophique, que le système bancaire ne facilite pas l'octroi de prêts qui faciliterait l'accession à la propriété, qui est une des voies d'accès au logement, pas la seule, mais qui est une voie d'accès au logement, qui est complètement mise à mal par les temps qui courent. Et donc les promoteurs, un par un, se retirent des projets qu'ils ont beaucoup travaillés. Nous avons reçu des nouvelles de Cogedim qui nous fait part de son incapacité, entre guillemets, toute relative, à assurer le règlement du PLU, le règlement que nous avons institué dans le PLU, qui consiste à dire que dans chaque programme, il y a 25% d'accession à la propriété. Or, Cogedim voudrait que nous renoncions à cette partie accession à la propriété, ce qui voudrait dire que nous serions en porte-à-faux avec le PLH que nous venons d'adopter et que nous serions dans l'obligation, évidemment, de modifier notre PLU pour supprimer cette clause que nous y avons instaurée pour permettre à Cogedim de faire, comme beaucoup de promoteurs qui nous promettent de l'accession à la propriété et qui, à la fin, vendent en VFA à des bailleurs leur logement. Donc, nous allons voter pour, dans un geste volontariste, pour dire à Cogedim, allez-y, allons-y dans ce projet avec la partie accession à laquelle nous ne renonçons pas. Maintenant, évidemment, si Cogedim se retire du jeu, et vous aurez eu une abstention, on va dire, de prémonitoire, puisque la désaffection, le déclassement du domaine public et la vente de l'ensemble immobilier ne seraient plus de mise. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc je prends note de votre abstention. Moi, j'invite les élus de la majorité à voter pour indiquer à ce promoteur. Abstention et contre, hein, oui, j'ai compris, oui. Non, parce que la première, vous êtes abstenu. Hein. Oui. Et donc, j'invite les élus de la majorité à voter pour indiquer fortement aux promoteurs immobiliers que nous souhaitons en aucun cas abandonner la partie accession à la propriété. Voilà ce que je pouvais dire ce soir sur ces programmes et ces projets sur lesquels je deviens relativement pessimiste. Et bon, c'est pas la seule ville hein, à qui ça arrive. Hein. Il y a une ville voisine aussi qui est touchée par ce type de retrait des promoteurs. Voilà. Et si tel est le cas, nous remettrons bien évidemment l'ouvrage sur le métier. Et si ça devait aboutir, entre-temps, vous seriez bien évidemment informé des projets et des contenus de ces projets. Cela dit, il me semble que pour le premier cas évoqué, il y a un permis de construction, oui. Permis de construire qui a été accordé, validé, et donc il est visible hein, pour tous les élus que vous êtes. Mais en fait, la logique qu'on veut défendre, c'est bien qu'on en discute avant et qu'on voit quel projet global on défend sur la ville. C'est pas une fois que c'est fait, je vois le permis de construire. Mais dans ce cas-là, Monsieur Payne, il faut que vous rejoigniez la majorité municipale. Ah bah tiens. Et que vous abandonniez votre statut d'opposant. Après, c'est fort mépris que vous faites à la minorité municipale. Monsieur Payne, il nous revient. Alors, je vois une autre suffrage solution. Universel, on a décidé ainsi. Mais je vois une autre solution, Monsieur le maire, c'est de travailler à devenir la majorité municipale. Mais je m'y emploie. Voilà. Mais nous sommes prêts à vous accueillir quand vous voulez, Monsieur Payne. Voilà. Ça m'étonne de vous de réclamer un certain type de cogestion qui ne faisait pas partie de votre annuaire idéologique, me semble-t-il. Alors, j'ai été élu par les Dogentais, comme nous tous. Hein. Absolument. Donc, oui. a priori, je veux participer à la gestion de cette ville. Oui. Pour l'instant, je ne peux pas le faire, visiblement. Je le regrette, mais oui, je suis dans une démarche de gestion.
Voilà, et d'opposition quand il le faut. Très bien. Et nous sommes en train de gérer le réel chaque jour qui passe. Voilà, c'est notre responsabilité à nous. Alors, du coup, on avait mis aux voix ou pas? Oui. La session, non? Non. Alors, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? J'en vois 5. Y a-t-il des abstentions? J'en vois pas. Et nous votons pour, avec les réserves que j'ai évoquées. Merci. Le 6e point, donc Jean-Michel Zakartchouk. Oui, alors il s'agit d'une nouvelle délibération concernant le Marais Mauroy. Comme vous le savez, depuis juin 2014, le Conseil municipal a approuvé le principe de la création d'un parc nature Marais Mauroy. Depuis, on est entré en contact avec les différents propriétaires fonciers du site avec offre d'achat de leur terrain dans l'objectif de favoriser des accords amiables. Et cette phase a été complétée en 2022, le 19 mai, par un arrêté préfectoral du 19 mai 2022 qui permet une procédure d'expropriation depuis que le projet de réhabilitation de la zone. Voilà, donc cette procédure d'expropriation est en route aussi depuis mai 2022. Dans ce cadre-là, la ville a contacté monsieur et madame Lafeuille, propriétaires de la parcelle cadastrée AO 108 d'une superficie de 388 mètres carrés. Et après négociation, un accord a été obtenu pour un montant d'acquisition fixé comme suit: une indemnité principale de 2483,20 €, auquel il convient d'ajouter une indemnité de remploi d'un montant de 620,80 €, soit un prix total d'acquisition s'élevant à 3104 €. Et il est rappelé qu'en fonction des différents articles du Code général des collectivités territoriales, l'avis du service des domaines n'est obligatoire que pour les acquisitions d'un montant supérieur ou égal à 180 000 €, ce qui n'est pas le cas ici. Les frais d'établissement de l'acte notarié resteront à la charge de la ville. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de cette parcelle avec un montant total de 2483,20 €, total de 3104 € si on ajoute les autres frais, aux conditions énumérées donc ci-dessus, dans le cadre de ce projet de création du parc nature Marais Mauroy qui avance petit à petit et qui arrive petit à petit à son terme au bout de 10 ans, et d'autoriser monsieur le maire et le 3e adjoint à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Sur ce parc nature Marais Mauroy, l'unanimité, je suppose. Tout le monde est pour la nature. Très bien. Merci. Le point suivant, Hervé Roberti. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la dissolution du syndicat intercommunal d'aménagement et de construction des communes de l'Oise, SIACO, détermination des conditions de sa liquidation. Par un arrêté du 8 mars 2023, madame la préfète de l'Oise a prononcé la dissolution du dit syndicat intercommunal d'aménagement et de construction des communes de l'Oise, collectivité de rattachement de Oise Habitat. Madame la préfète a également invité les communes membres de ce syndicat à s'entendre sur les modalités de sa liquidation. Il y a un solde bancaire positif qui s'élève à 1 997,75 €. Et donc, compte tenu des difficultés pour identifier tous les éventuels attributaires et de l'impossibilité de garantir le respect du principe d'équité, il est demandé aux communes membres d'approuver le principe de son reversement au profit du nouveau syndicat mixte organisme de rattachement de Oise Habitat. Il vous est donc demandé de prendre acte de la dissolution, d'approuver la liquidation amiable et d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette opération. Merci Hervé. Donc j'ajoute que nous étions membres de ce SIACO depuis très peu de temps par rapport aux autres villes. 7 années, 7 ans. Et que voilà. Pas de questions, pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Claude Robert pour la suivante. Oui,
Oui, délégation de service public relative à la fourrière automobile municipale. Approbation du délégataire. La commune avait conclu en 2016 une convention de délégation de service public avec la société Picardie Dépannage. Toutefois, ce contrat a pris fin de manière anticipée car la société a perdu son agrément préfectoral en cours d'exécution du contrat. Afin de permettre la continuité du service public, la fourrière automobile sur la commune, et compte tenu de l'abandon du projet de lancement de fourrière mutualisée entre plusieurs communes de l'Axo, un nouveau contrat de DSP a ainsi pu être conclu avec la société Cadra, située à Senlis, en octobre 2021, pour une durée d'1 an, afin d'assurer la continuité du service public de fourrière automobile sur le territoire. En octobre 2022, au terme du contrat précité, un marché public de services de fourrière automobile a été ensuite conclu avec la société Picardie Dépannage, qui a dû faire face à un nouveau retrait de son agrément préfectoral en cours d'exécution du contrat. Dès lors, il a été nécessaire de prévoir le lancement d'une nouvelle procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un nouveau contrat. C'est ainsi que le conseil municipal a été amené à se prononcer au cours de la séance du 12 décembre 2022 et après que la commission consultative et que le comité technique se soient prononcés favorablement sur le recours à une DSP concernant la fourrière automobile. En vue et au vu de l'expérience passée, la DSP s'est avérée être un mode de gestion le plus adapté à la commune de Nogent-sur-Oise. Le conseil municipal avait ainsi émis un avis favorable dans ce mode de gestion. Une consultation lancée le 5 janvier 2023 et clôturée en février dernier a malheureusement, au terme de celle-ci, et malgré les 6 retraits de dossiers recensés, aucune offre n'a pu être retenue par la ville. Les sociétés ayant retiré le dossier nous avons sollicité afin de comprendre pour quelles raisons cette consultation s'était révélée infructueuse. Certaines sociétés nous indiquaient ne pas souhaiter et ne pas être en mesure de répondre aux besoins de la commune, garagistes par exemple, et d'autres n'ayant pas répondu à cette sollicitation. Seuls les échanges menés avec la société Cadra, ayant son siège donc à Senlis, ont pu aboutir concernant la reprise de l'activité de la fourrière automobile communale. À noter que cette société dispose des qualifications professionnelles nécessaires, des moyens humains et techniques adaptés aux besoins de la ville. Les contrats de concession peuvent ainsi être conclus sans publicité ni en concurrence préalable dans les cas suivants. Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité. Lorsqu'aucune candidature ou aucune offre n'a été retenue ou lorsque seules les candidatures irrecevables ou les offres inappropriées au sens de l'article 31-24 ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande. Voilà, il a été donc convenu avec la société Cadra que le contrat de DSP à conclure serait d'une durée de 5 ans à compter du 28 août prochain. Il est demandé donc au conseil municipal d'approuver le choix de la société Cadra, donc sise à l'adresse de Senlis, en qualité de délégataire de service public, d'approuver le contrat de délégation de service et les annexes établis pour une durée de 5 ans à compter du 28/8/23 et d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de délégation de service public avec la société précitée et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires et signer tout acte et document utile à l'exécution du contrat de délégation de service public. Alors, Monsieur Claude Robert, je sais que vous regrettez le temps où vous étiez un cadre fringant, jeune, dynamique et conquérant, mais c'est la société Caudra. Caudra, oui, pardon. Voilà. Et donc, vous êtes plutôt vers le septuagénarisme que vers la quarantaine, monsieur. Bien. Non, mais le feuilleton, si j'ose dire, de la fourrière automobile continue. Je dis ça avec humour, mais c'est quand même relativement complexe et ça a des effets très concrets sur la population, puisque quand nous n'avons pas de fourrière automobile, nous ne savons pas retirer les véhicules ventouses ou les véhicules qui sont abandonnés sur la chaussée nogentaise et ça devient vite problématique. Donc j'espère qu'avec la société Caudra, nous aurons une solution qui soit fonctionnelle et efficiente. Mais nous verrons à l'usage, si j'ose dire. Voilà. Non mais
Tu es jeune et beau, Claude. Hein. Merci. Je mets aux voix, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté. Alors, maintenant, c'est Badia qui va nous présenter la modification du tableau des effectifs et nous informer relativement au CCAS. Tout à fait. Alors là, il s'agit de la délibération qui concerne des modifications à apporter au tableau des postes de la commune pour garantir le bon fonctionnement de nos services. Ces modifications sont des procédures classiques et nécessaires pour répondre aux besoins de notre collectivité. Et il s'agit là de changements de filière, d'avancement de grade ou de suppression de postes détachés. En résumé, nous prévoyons la création de plusieurs postes tels qu'un rédacteur principal, première classe, à la direction des ressources humaines, des adjoints administratifs et techniques principaux première classe dans différents services, ainsi que des assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle et d'autres postes spécifiques. Parallèlement, nous envisageons la suppression de certains postes, notamment dans le domaine administratif, de la petite enfance ou technique. Ces modifications ont été soumises à l'avis du comité social territorial, bien évidemment, et il est demandé ce soir au conseil municipal d'approuver ces modifications et d'inscrire les crédits correspondant au budget communal. Merci Badia. Donc sur cette modification du tableau des effectifs, je ne reviens pas. Pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté, sachant qu'il s'agit de mettre à jour un tableau. Ni plus ni moins. C'est donc adopté. Ensuite, pour l'information. Je continue toujours, et toujours du classique, et cette fois-ci c'est pour information au conseil municipal. Nous prévoyons donc de remettre les choses à jour comme on l'a fait précédemment. Nous avons 3 agents qui ne sont plus mis à disposition au CCAS, d'abord pour des départs ou des mutations, comme ça peut être de la retraite, et nous vous informons qu'un nouvel agent est mis à disposition, et cet agent est une assistante sociale. Donc, nous vous demandons de prendre cette information et voilà, c'est uniquement pour information, pardon, prendre acte. Prenons acte de cette composition actualisée du personnel du CCAS. Pas de vote. Nous passons au point suivant avec Nazer Tsimba Pépé. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. La délibération numéro 11 porte sur une subvention exceptionnelle devant être accordée à l'association sportive du collège Marcellin Berthelot. L'association sportive du collège Marcellin Berthelot a sollicité l'octroi d'une subvention auprès de la commune. Il est demandé au conseil municipal non seulement d'octroyer une subvention exceptionnelle de 1 000 € au profit de l'association sportive du collège Marcellin Berthelot, au titre de la participation de l'équipe futsal minime filles pour leur qualification au championnat de France UNSS qui se déroulera à Dreux. Et également de préciser que, conformément aux règles applicables aux subventions municipales telles qu'approuvées par le conseil municipal, le paiement de la dite subvention ne s'effectuera que sur présentation d'un justificatif de paiement du voyage prévu. Très bien. Merci, Nazer. Donc, sur cette subvention au collège, subvention, vous avez bien compris, un peu exceptionnelle, eu égard aux bons résultats sportifs. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. Ensuite, une autre subvention, et c'est Yves Duchâteau. Bonsoir à toutes et à tous. Subvention de fonctionnement à l'AS Cheminot Kraï-Nogent Football. L'association AS Cheminot Kraï-Nogent Football a sollicité l'octroi d'une subvention de fonctionnement auprès de la commune. Il est demandé au conseil municipal d'octroyer une subvention de fonctionnement de 1 500 € au profit de l'association AS Cheminot Kraï-Nogent Football. C'est terminé. Bravo, vous m'avez surpris par la vitesse de santé. Donc pour cette subvention de fonctionnement, en fait, il s'agit de prendre en compte le fait que ce club a vocation, on va dire, un peu... c'est pas mauvais ce que je dis, un corporatiste, au bon sens du terme, monsieur Lambert, ne vous formalisez pas.
Nous n'avons pas l'habitude de l'aider, mais eu égard au fait qu'il accueille un grand nombre de jeunes nojentais, il nous a semblé légitime de lui attribuer cette subvention. Voilà. J'ai mis aux voix, non? Pas d'abstention, pas de vote contre, adopté. Alors, nous passons maintenant à Culture Relations Internationales. Valérie Lefebvre. Présenter les tarifs du Conservatoire communal de pratique musicale pour l'année scolaire 2023-2024. Vous les avez eus en pièces jointes dans votre invitation au Conseil. Donc, ces nouveaux tarifs ont été faits en concertation avec les autres CCPM de l'AGLO. Il n'avait pas été modifié depuis 2 ou 3 ans. Donc, voilà. L'augmentation n'est pas très forte, mais il fallait la faire. Donc, les conservatoires se sont entendus sur ces tarifs. Voilà. Et donc, je suppose, je ne sais pas mettre la page d'après, qu'il faut les voter. Pourquoi j'arrive pas à mettre? Non, c'est une information? Ah d'accord, c'est une information. Voilà. Bah, je sais pas, j'arrive pas à... On t'a présenté l'essentiel. Ah pardon, il est demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs suivants du conservatoire. Voilà, excusez-moi, merci. Il y a des petites flèches, ça sert à... Oui. Bien. Donc sur ces tarifs du CCPM, c'est-à-dire le Conservatoire communal de pratique musicale, avec quotient familial, c'est important de le redire. Pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. Passons au tarif de la MAST et de la ferme pédagogique. Madame Richard. Alors, afin de valoriser donc les activités de la MAST et de la ferme pédagogique et de soutenir la production de nouveaux ateliers et de nouveaux partenariats, donc on vous présente une grille tarifaire révisée pour l'année scolaire 2023-2024. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs donc, qui sont présentés, soit les tarifs du club scientifique avec une différenciation entre les Nogentais, les personnes venant de l'AXO et les extérieurs, puisque nous avons les 3 types de publics. Donc, également pour l'initiation à l'informatique, des ateliers sur demande et ou des stages scientifiques que nous faisons lors des vacances scolaires ou des stages technologiques ou environnementaux. L'utilisation de salles, ça nous est demandé à la marge, mais parfois. Donc, pour la ferme pédagogique, nous conservons l'ouverture au public gratuitement et les visites simples avec accompagnement gratuitement, mais nous avons à aujourd'hui quelques ateliers spécifiques, notamment en direction de publics, notamment des publics qui ont quelques difficultés, soit de motricité, soit des difficultés comportementales, et il nous est demandé donc un accompagnement. Donc nous avons une animatrice qui a suivi donc une formation pour accompagner ce type de public. Et nous avons également donc quelques stages qui sont particuliers et les tarifs seront faits à la demande, en fonction des prestataires, évidemment. Merci. Ça a été présenté en commission, pas de questions. Je mets aux voix, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Adopté. Et donc, nous passons à la dernière délibération, à savoir la petite enfance, la classe passerelle avec Jean-Michel Zakartchouk. Donc, sur la classe passerelle, comme vous le savez, le travail partenarial Éducation nationale, CAF de l'Oise, État et communes était entreprise depuis 16 ans sur le quartier des Rochers et elle a permis la mise en place de cette structure préscolaire originale qui s'appelle la classe passerelle, qui est vraiment une structure très originale, même au niveau national, on pourrait dire. Et chaque fois, donc, il y avait des renouvellements pour 3 ans. L'évolution des critères et des objectifs a nécessité le renouvellement de ces conventions à l'issue de chacune de ces périodes. En tout, on a accueilli en 16 ans 232 enfants de moins de 3 ans, soit sur 209 familles, résidant pour l'essentiel sur le quartier des Rochers et évoluant au sein de familles non ou peu francophones, c'est un des critères de recrutement, de les accompagner dans la séparation mère-enfant, d'aider à leur socialisation et développer leurs compétences langagières
en vue de préparer leur scolarisation future. Alors, les objectifs de cette classe passerelle, je les rappelle, c'est accueillir et scolariser donc, ces enfants de moins de 3 ans qui résident essentiellement, en grande partie, dans le quartier des Rochers, majoritairement en tout cas, favoriser l'adaptation de ces enfants à l'univers scolaire et aider à leur socialisation en même temps, permettre notamment de développer les compétences langagières si importantes pour la réussite future à l'école, dédramatiser le passage de la maison à l'école et accompagner la séparation mère-enfant pour des enfants qui vivent parfois de façon très fusionnelle avec leur mère et qui ont du mal à se séparer. Donc la classe passerelle améliore ça. Elle améliore l'accueil des parents aussi et les intéresser à l'école et à ses enjeux et pour leur permettre de comprendre ce que les enfants font et apprennent à l'école et s'inscrire en quelque sorte dans cette notion qu'on appelle la coéducation qui est une valeur, une idée forte, quoi. Favoriser la fréquentation régulière et contribuer à la réussite scolaire future. C'est pour ça que ça s'inscrit dans la politique de la réussite éducative et scolaire de la ville. Afin de poursuivre ce projet, les moyens humains nécessaires à sa continuité sont les suivants. La mise à disposition par l'Éducation nationale d'un demi-poste équivalent temps plein de professeurs des écoles. Et pour la ville, un demi-poste équivalent temps plein d'éducatrice jeune enfant et un demi-poste équivalent temps plein d'auxiliaire de puériculture ou autre spécialité petite enfance sur dérogation. Donc chaque fois, on a pu travailler donc, à 3 dans cette classe passerelle qui fonctionne le matin pendant toute l'année scolaire. La 6e convention est arrivée à son terme et donc il est nécessaire de se prononcer sur la modification, sur le renouvellement de cette convention, mais qui prendra effet à la rentrée scolaire 2023. Mais on propose une année scolaire pour cette convention au lieu des 3 prévues initialement. Alors pourquoi ? Pour essentiellement voir actualiser cette convention qui a été peu changée depuis le début, notamment en tenant compte du fait qu'il existe depuis la création de la classe passerelle quelque chose qui s'appelle la toute petite section, qui existe dans plusieurs écoles nogentaises, TPS, et pour bien différencier la classe passerelle de la TPS et montrer la complémentarité, mais aussi la différence. Donc on travaille là-dessus, peut-être donc faire évoluer cette classe passerelle, donc ça nous laisse du temps, donc on renouvelle pour 1 an et ensuite il y aura un autre renouvellement avec peut-être sans doute des modifications, mais sur le fond, on souhaite le maintien de cette structure originale qui est quand même plébiscitée par les familles. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention partenariale Éducation nationale CAF État et permettant la reconduction du dispositif classe passerelle aux conditions précitées, c'est-à-dire pour 1 an, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante et tous les documents y afférents. Merci pour cette présentation de la forme et du fond et de notre soutien à ce dispositif classe passerelle, ainsi renouvelé. Pas de vote contre sur ce dispositif, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Donc nous sommes arrivés au terme de l'ordre du jour. J'ai reçu 2 questions écrites de la part du groupe Nos gens en commun. Je vous laisse les présenter dans l'ordre que vous souhaitez. Oui, la première concerne le plateau agricole et la livraison de déchets qui a été fait sur ce plateau. Alors bon, il y a un débat un peu compliqué puisqu'on a été interpellé à de multiples reprises. Ce sont des déchets inertes qui est qualifié par la mairie comme une opération de remblaiement. Voilà. Parce que si c'était une décharge, ça demande une autorisation préfectorale. Là, une opération de remblaiement n'en demande pas. Néanmoins, il y a quand même marqué sur le chantier, le panneau, c'est dépôt de déchets inertes de classe 3. Quoi. C'est quand même affiché précisément. Attendez, comment ils ont écrit ça ? Oui, c'est ça. Des décharges de déchets inertes de classe 3, société gestionnaire du site, Bill Consulting. Donc ça se fait dans une zone classée AN sur le plus, donc zone agricole et zone naturelle, qui ne prévoit pas ce type de mise en place.
Donc là encore, si c'est une opération de remblaiement, on veut bien avoir un projet global sur ce qu'on va faire sur ce plateau, refaire le point sur ce que la commune possède déjà et ce qui peut aider à faire un projet, puisqu'on avait voté, et on l'avait voté, plusieurs achats de parcelles sur ce plateau dans le cadre d'une protection de l'environnement et puis de garder des parcelles naturelles. Et puis par ailleurs, on a été interpellé par les randonneurs qui ont vu des chemins aujourd'hui effacés, des chemins qu'ils avaient mis en place. Donc là aussi, comment est-ce qu'on va protéger ces chemins? Quel projet on a sur l'utilisation de ce plateau, puisque c'est le seul endroit finalement où les Nogentais peuvent aller faire de la randonnée sans prendre leur voiture, en montant par là. De même, il y a une zone qui a été bitumée, qui aujourd'hui ne permet plus, parce qu'il y a des camions qui passent aux randonneurs d'y aller en sécurité, puisqu'il n'y a pas de zone pour marcher. Et puis la carrière de pierre, il y a eu une ouverture sur l'arrière qui, là aussi, fait de la circulation de camions sur les chemins et qui les dégrade. Donc là encore, quel projet, quelle protection des chemins on va mettre en place? Et là encore, c'est vraiment, on voudrait avoir une projection, un projet global sur ce truc-là. On ne voudrait pas avoir juste une annonce sur les jardins ouvriers, une annonce sur on va faire, mais vraiment comment on conçoit les choses, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on va en faire. Et ça peut être l'occasion aussi d'une visite sur ce site avec une déclinaison du projet. On pourrait y inviter le responsable de l'association de randonnée, M. Messonnier, qui a discuté sur ce dossier, qui a des choses à dire là-dessus. Hein. Donc on a rencontré plusieurs acteurs, nous, autour de ça. En tout cas, ça crée une véritable inquiétude. Il y a eu une réunion qui a en effet avancé des débuts de réponse, mais là encore, on est sur plutôt des puces sur on va faire comme ça, pas de projet global sur quelle utilisation finalement de ces zones et qu'est-ce qui... Et déjà, il nous faudrait le zonage exact de ce que nous possédons. Alors, Monsieur Penn, vous êtes gentil parce que vous posez des questions et vous faites des fausses réponses en même temps. Donc, vous avez dit beaucoup de contre-vérités dans votre propos. Je vais essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans. Alors, première chose, vous semblez découvrir ce projet. Il y a eu une réunion le 16 mai dernier où, il me semble, vous étiez représenté. Vous n'étiez pas là, Monsieur Penn, mais certains et certaines de votre troupe étaient présentes. Et donc, cette réunion du 16 mai a largement abordé le sujet du plateau agricole, puisque nous avons passé, je crois, 2 heures de réunion, dont 1 heure sur ce sujet-là. Donc, ce n'est pas un projet secret, ni même enfoui. C'est un projet que nous avons présenté dès février 2022 dans le magazine municipal. Premier article, février 2022. Deuxième article récemment, et réunion publique à ce sujet. Alors, vous me dites, bien évidemment, tout ça est fait selon les règles de l'art, et nous avons un service urbanisme. Alors, je sais bien que la deuxième question porte également sur le service urbanisme. Donc, je ne sais pas ce que vous avez après le service urbanisme, mais vous allez nous expliquer peut-être après, puisque vous concentrez les questions sur le service urbanisme. Donc, tout a été fait selon les règles et au fur et à mesure. Alors, vous me dites, la vocation agricole du plateau est-elle mise en cause? Ce sont les agriculteurs qui, les premiers, ont invité l'entreprise Bilt à venir les voir et qui leur ont posé un certain nombre de problèmes, je vais y venir, et qui ensuite ont envoyé à la mairie. Parce que les agriculteurs, non seulement ils savent compter les bûchettes, mais ils savent très bien où est situé leur périmètre d'activité, ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Et donc, effectivement, il y a un trou, une ancienne carrière, et donc, la société Bilt est venue me contacter après avoir contacté les agriculteurs pour lesquels elle travaille dans les champs, et ça, j'y reviendrai plus tard dans mon propos, pour nous dire là, vous avez un joli trou qui est une ancienne carrière. Nous, on se propose de le combler de déchets inertes. Alors évidemment, déchets inertes, ça fait peur, parce qu'il y a le mot déchet. Sauf que ce qui me fait quand même largement sourire, c'est qu'on n'a entendu personne évoquer le fait que sous la surface d'un champ, sur ce plateau agricole,
Il y a une ancienne décharge publique nogentaise. C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, les Nogentais sont montés sur ce plateau agricole et ont jeté des carcasses de voitures, etc., etc. Et donc, sur une surface assez conséquente et une profondeur assez importante, il y a une décharge publique. Mais là, personne n'a jamais rien dit. Et donc, là, on s'affole parce qu'on va mettre en place des déchets inertes. Les déchets inertes, c'est une définition bien précise. Ce sont d'ailleurs uniquement des terres inertes qui sont déposées dans le trou qui appartient à la mairie. Et tout cela se fait sous le contrôle très, très pointilleux des services de la préfecture et de la DREAL. Je peux vous dire que pas plus tard que la semaine dernière, la DREAL est intervenue sur le plateau agricole parce que la DREAL surveille, et c'est son rôle, et c'est bien normal, ce qui se met, ce qui est enfoui comme déchets dans ce trou, et ce qui est étalé aussi au niveau des champs, puisque c'est le même principe. Donc, il a été dit à La Réunion, et je le redis, qu'il y a un cabinet spécialisé qui est chargé du suivi et de la traçabilité des déchets qui sont déposés sur place. Et je peux vous dire que chaque camion qui arrive avec des déchets qui sont déversés dans le trou à Nogent-sur-Oise et dans les champs, appartenant non pas à la ville, mais aux agriculteurs, terrain privé, chaque camion est répertorié, chaque déchet est répertorié, et il y a des tests, plus d'une centaine à ce jour, qui sont faits régulièrement pour analyser les déchets qui sont apportés. Donc je peux vous dire qu'en termes de gestion des déchets, nous sommes dans un progrès certain par rapport à ce qui se pratiquait il y a quelques années sous forme de décharge publique. Donc là-dessus, je pense que ce n'est pas la peine de faire mousser, on va dire, et de créer des problèmes en disant que, attention, les déchets peuvent être dangereux, etc. Tout ça est sous contrôle. Non mais, parce qu'il y en a qui surfent là-dessus. Alors, attention, dans votre réponse quand même. Oui, mais je ne vous avais pas interrompu. Moi, ne m'attribuez pas ça quand même, parce que je ne vous ai pas dit ça. Non, je ne vous ai pas dit que les déchets étaient dangereux. Non, non, bon, mais vous l'avez largement... Non, parce que, M. Penn, tout à l'heure, vous m'avez dit, la main sur le cœur, moi, j'aspire à ne plus être un opposant, j'aspire à gérer cette ville. Non, j'aspire à gérer à votre place, c'est ça qu'il faut comprendre, mais bon, allez-y. Quand on aspire à être gestionnaire d'une ville, on ne surfe pas sur l'opinion publique et les oui-dire. Et là, j'ai l'impression... On rapporte des interrogations, des Nogentais, on a été contacté à plusieurs reprises, il n'y a pas de surf là. Oui, oui. Je pose une question très claire et je demande quel est le projet global sur ce plateau. Le projet global, il a été évoqué et indiqué lors de la réunion publique. Demandez à vos collègues. Premièrement, il s'agit donc de boucher un trou. Je parle pour la ville, hein. Il faut bien distinguer ce qui relève de la ville et ce qui relève des agriculteurs propriétaires de champs privés sur le plateau agricole. C'est deux choses différentes. Donc nous, il s'agit de boucher un trou qui est une ancienne carrière et, sur ce trou rebouché, de recréer une centaine de jardins familiaux, c'est-à-dire que les jardins familiaux qui sont au milieu du coteau seront rehaussés et élargis en nombre. Premier point. Donc, il va y avoir la possibilité pour les jardiniers, jardins familiaux, qui sont un des usagers de ce plateau agricole, parce que vous me parlez de l'ARN. Quand j'entends M. Messonnier et l'ARN, j'ai l'impression que ce sont les seuls usagers de ce plateau agricole. Je dis, attendez, je finis. Je dis non. Je dis les usagers, il y a les marcheurs, randonneurs, certes, mais il y a un carrier qui a créé des emplois et qui est là depuis très longtemps, qui est aussi qui a sa légitimité d'être et qui en plus met à jour un filon qui s'appelle la pierre de Nogent-sur-Oise, parce qu'il y a la pierre de Saint-Maximin, mais il y a aussi de la pierre de qualité à Nogent-sur-Oise qui s'appelle la pierre de Nogent-sur-Oise et qu'il commercialise avec succès, notamment sur les grands chantiers parisiens. Il y a des jardiniers
et il y a des agriculteurs. Donc il y a plusieurs usages, et notre travail, c'est de mettre en accord tous ces usagers. Alors moi, je veux bien que la loi de la jungle règne et que celui qui crie le plus attire votre attention le plus, mais je vous demande d'aller voir les carriers, le carrier, d'aller voir tous les usagers, de faire le tour de tous les usagers, comme nous on l'a fait, et d'essayer, puisque c'est ça, gérer, d'essayer de dégager une voie moyenne pour que tout le monde vive en bonne intelligence sur ce plateau nojentais. Et ce n'est certainement pas en écoutant 100% ou 200% de ce que raconte le président de l'ARN, V, pour être précis, qui parfois dit des bêtises, je lui ai dit et je le redis publiquement, ce n'est pas en écoutant que ce son de cloche-là qu'on va arriver à quelque chose sur ce plateau agricole. Donc on va faire des jardins. Par rapport aux agriculteurs, il y avait un problème de champs qui filaient dans le coteau. Donc il y a une consolidation qui est prévue, une harmonisation des champs, plus un contre-talus pour éviter que le champ ne file davantage encore dans le coteau. Là, je vous parle du côté gauche. Et nous allons créer dans le coteau des bassins de retenue naturelle de l'eau qui vont nous permettre de lutter contre le ruissellement, premièrement, et deuxièmement, qui vont nous permettre de retenir de l'eau qui va servir à l'arrosage des jardins familiaux qui seront là-haut. Et donc, nous avons une route qui monte, qui a été payée par la société qui fait les travaux en ce moment. Donc, cette route qui monte va être conservée et il va même être installé une zone de stationnement pour les jardiniers. Donc, pour les jardiniers, route, stationnement, plus de jardin. Je peux vous dire que c'est un plus pour l'association des jardins familiaux, plus le réseau d'eau naturel qui sera créé. Sur les chemins, vous avez dit on a effacé des chemins. Non, non, non. Nous n'avons effacé aucun chemin. Bien au contraire, nous avons consolidé, la société, BILT, a consolidé certains chemins pour justement faire en sorte que les randonneurs évitent les ornières, etc., etc. Vous me parlez du carrier. Le carrier et le chemin de la carrière, c'est parce que le carrier est en train de creuser son filon en direction de Saint-Val et Mélo. Et donc, bien évidemment, ces engins utilisent le chemin parallèle au filon. Et donc, je l'ai dit et je le redis, bien évidemment, les carrières seront sollicitées pour remettre en état, au fur et à mesure, autant que possible, le chemin pour permettre aux randonneurs de passer dans ce côté-là. Nous avons tout fait pour préserver des cheminements pour que les randonneurs puissent quand même accéder à la nature là-haut. Et donc, il n'y a pas que des camions et du béton, il y a aussi des chemins. Ensuite, j'ai parlé du ruissellement, j'ai parlé des jardins, j'ai parlé des déchets inertes. Bon, alors, je peux parler de l'aspect financier, mais en passant, évidemment, ça rapporte, ce trou qui se remplit, rapporte aussi à la ville la somme de 60 000 € par an, je l'avais dit. Hein. Donc, ce n'est pas non plus négligeable au niveau de l'aspect financier. Ensuite, restera à rétablir, parce que le but du jeu, c'est comme ce qui se passe partout. Une fois que le trou sera rempli et que les jardins seront faits, etc., les champs, c'est pareil, ils ont enlevé de la terre, de la bonne terre, mais après, tout ça sera réétalé et le plateau agricole retrouvera sa vocation naturelle avec les agriculteurs. Après, si les agriculteurs décident de faire d'autres choses, d'autres cultures, etc., dans la mesure où les champs leur appartiennent, ça, c'est leur problème. Mais bon. Alors, effectivement, voilà où on en est, et le projet est très clair en ce qui concerne la ville. C'est déplacement des jardins, élargissement de l'aire de jardins familiaux, accès à l'eau, voilà l'essentiel de notre projet à ce sujet. Alors, on a ajouté, et ça c'est très récemment, mais ça c'est en marchant, l'expérience fait que nous avons un projet
mise en valeur du coteau sur 150 ou 200 mètres en réintroduisant de la vigne, puisque le coteau est bien exposé. Et donc nous avons été voir les expériences menées à Gouvieux, notamment, à Montataire, ou encore à Pierrefonds. Et donc nous allons implanter de la vigne en espalier et nous allons mettre en valeur des murs de pierre de Nogent-sur-Oise. Voilà ce qui est le plus qui a été apporté au projet d'origine par les expériences récentes et les contacts récents que nous avons eus avec l'entreprise. Voilà ce que je peux vous dire sur ce plateau agricole. Et donc, du coup, pour une visite? Alors, c'est un chantier interdit au public, évidemment, parce qu'il y a des camions. Non, mais je ne dis pas non à la visite. On n'est pas obligé d'aller sur le site. Oui, non, mais voilà. je n'ai pas dit non à la visite. Moi, je suis prêt, parce que moi, j'y vais à condition de s'annoncer avant. Il n'y a pas de souci, l'entreprise fait attention, arrête le flux. Alors, les camions... Une visite avec une description du projet sur place et des explications. Ah oui, je n'ai pas été assez bon pour vous faire imaginer la chose. Pas tout à fait. Non. Voilà. Mais c'était pas mal. Hein. Vous avez besoin de toucher le réel. Ah oui, j'aime bien. Je vais voir pour organiser une visite en lien avec l'entreprise à un moment adéquat, bien évidemment. Mais je le dis ça parce que, évidemment, le chantier est interdit au public pour cause de trafic de camions chargés à bloc. On n'a pas envie qu'il y ait des accidents. Voilà. D'autres demandes d'éclaircissement sur ce sujet? Alors nous continuerons à informer nos Nogenteurs. Alors je sais bien que... Juste préciser que le site sera à terme recouvert de au minimum 50 cm de terre végétale. Enfin voilà, c'est pour compléter, ouais, effectivement. Le site, j'ai oublié de le dire, le site La Carrière, c'est la ville. Et nous avions, c'est pour ça que ça s'est fait en 2 temps, je le dis parce que ça a été abordé à La Réunion, nous avions des délaissés appartenant au département, ou plutôt à la SAO ancienne sémoise, des délaissés de la construction du RD 200. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on fasse en 2 phases, parce qu'évidemment, la deuxième phase, ça a été de demander à la SAO de nous remettre à disposition les délaissés de parcelles qui appartenaient à la SAO. Et cerise sur le gâteau, nous tentons, mais là je ne m'avance pas, mais nous tentons de mettre sur place une opération avec l'ADEME, en accord avec l'agriculteur et la société Build, et ce serait une première. Nous tentons de gérer la décharge publique, c'est-à-dire d'enlever tout ce qu'il y a dans la décharge publique pour pouvoir la remettre dans des centres d'enfouissement technique ad hoc. C'est-à-dire, en fait, de nettoyer le terrain. Mais pour l'instant, on n'y est pas, donc je vous dis que c'est une intention, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà ce que je pouvais dire. Deuxième question, s'il n'y a pas d'autres sujets. Donc pour la deuxième question, en fait déjà, on n'a rien contre le service de l'urbanisme, c'est juste les Nogentais qui nous ont sollicité. Hein. Les questions, rien à voir avec une rancœur avec l'urbanisme. Donc avec plusieurs élus, nous avons été sur place, rue de Bouleux, contactés par M. Brézel. On s'est étonné sur la construction à côté de sa maison et des vis-à-vis sur les jardins du voisinage. Pourriez-vous nous faire une description sur le point ou de la situation? Et alors avant de donner la parole à M. Didier Caron qui suit ce dossier et qui passe beaucoup de temps dessus ainsi que nos services, alors j'ai vu que M. Bressel était dans la salle, s'il le souhaite, on lui donnera la parole après. On fera une interruption de séance, parce que nous sommes des démocrates. Mais auparavant, je redis, je refile le fil conducteur de ma pensée concernant vos 2 questions. Ce n'est pas en défendant des intérêts privés particuliers qu'on défend l'intérêt général.
Voilà la règle que j'ai envie de rappeler avant d'entamer le débat. Donc effectivement, vous pouvez être réceptacle de beaucoup de demandes de nos concitoyens et de frustrations de nos concitoyens, mais la beauté du politique, c'est d'en arriver à l'intérêt général. Je ne suis pas sûr, dans cette affaire, que le fait pour M. Bressel de la politiser et pour vous de rebondir sur l'affaire concernant M. Bressel soit de nature à aller dans le sens de l'intérêt général pour les uns et pour les autres. Voilà. Je donne la parole à Didier Caron et vous l'aurez après. Non, juste une précision sur la question. Attendez, vous dites pas... Non, attendez, M. Penn. Oui. Vous dites pas non au président de séance. Ah oui, c'est moi. C'est vrai que ça se fait pas. C'est moi qui accorde la parole. Et donc j'accorde la parole à M. Caron et ensuite vous aurez tout le loisir de répondre à ce qui a été dit. Je ne répondrai pas, c'était une précision sur la question, mais tant pis du coup. On demandera après. Oui, vous la poserez, mais M. Caron va vous donner toutes les précisions, voire davantage encore. Alors, je vais essayer d'être le plus factuel possible dans cette affaire qui, vous l'avez compris, résulte plus du droit privé et des problèmes de voisinage que d'un problème d'urbanisme. Je vais y revenir. Je suis même étonné que vous posiez effectivement cette question, vous vous empariez d'un problème de droit privé. Alors c'est vrai que M. Bressel a fait beaucoup de communication, a employé beaucoup de réseaux sociaux, il a même fait faire une pétition pour exprimer sa version. Je dis bien sa version. Okay. Donc là, effectivement, comme le disait M. le maire, vous surfez sur un effet médiatique, mais qui n'est pas, je pense, approprié. Sur ce dossier, il y a deux façons d'aborder la chose. Sur le fond, et ça, je vais pouvoir développer le fond avec toutes les actions entreprises, et sur la forme, et je dirais même plus sur les formes employées par M. Bressel. Mais j'y reviendrai après. Alors, pour être plus précis, et sans être vraiment... Enfin, sans vouloir entrer dans la technique, mais bon, il y a un cheminement qui est là, qui existe, qui relate toutes les actions que nous avons faites, nous, au service de l'urbanisme. Et je répète, c'est du droit privé à l'origine. D'accord ? Alors, je lis. Projet de M. Guzel Ahmed. Donc, c'est la maison qui est à côté, au 15 rue de Bouleux. M. Guzel a déposé un permis de construire pour la division d'un logement et la réalisation de 3 logements, 15 rue de Bouleux. Le permis de construire d'origine, autorisé en date du 21 avril 2022, pour la division d'un logement en 2 et la construction d'un logement en fond de parcelle. Permis de construire autorisé en date du 23 mars 2022 pour la division d'un logement en 3 et la construction d'un logement en fond de parcelle. Okay. Depuis le début des travaux, en avril 2022, M. Bressel conteste les travaux de son voisin, M. Guzel, au motif de ne pas être au courant des travaux. De travaux mal faits, d'amiante présente sur le chantier, il explique également que son voisin abîme sa maison. Plusieurs visites du service urbanisme ont eu lieu sur le chantier et il a été constaté, effectivement, une probable mitoyenneté de maisons. Le service urbanisme constate que les maisons sont mitoyennes et que les constructions sont imbriquées. Le service urbanisme demande à M. Guzel, donc la personne qui construit la maison, de faire intervenir un géomètre à ses frais afin de confirmer les limites du terrain. Un bornage contradictoire est organisé. L'ensemble des parties concernées, dont la commune et M. Bressel, sont présentes et tous signent le PV. Conclusion du PV de bornage. Les maisons sont mitoyennes de 7 cm, et ça sur un triangle à l'intérieur du mur. Alors la difficulté, c'est que le projet de M. Guzel est de rehausser sa maison, donc de fait rehausser une partie du mur sur celui de M. Bressel, sur 7 cm. Or, ce dernier n'est pas d'accord. Le permis de construire délivré le 23 mars dernier a été autorisé avec une attestation de M. Guzel, s'engageant à ne pas dépasser ses limites et donc de ne pas rehausser sur la mitoyenneté. Ainsi, aussi, le service urbanisme a orienté M. Bressel vers un médiateur de la République, de la Maison de la Justice et du Droit afin de trouver un accord entre les deux voisins. Ce dernier, donc le médiateur, a confirmé à la mairie
que M. Guzel était dans ses droits en matière de construction, les travaux sont autorisés et conformes au PLU, et que la mairie a eu raison de demander le passage d'un géomètre pour confirmer les limites. Le médiateur de la République a conseillé à M. Bressel de laisser M. Guzel intervenir sur le mur pour la réalisation de l'enduit. Ce que M. Bressel refuse, et d'ailleurs M. Bressel, dans ses communications, n'a jamais parlé du médiateur. C'est bizarre, mais enfin, effectivement, ça n'allait pas dans son sens. Donc, dans les suites, alors, suite aux messages intempestifs et erronés de M. Bressel sur les réseaux sociaux, M. le maire a pris la décision de rencontrer M. Bressel en présence de M. Guzel et de moi-même. C'était en date du 16 mai. Donc, depuis la délivrance du permis de construire, M. Bressel continue à contester les travaux et à alerter les services municipaux de malfaçon. Le service urbanisme n'est pas habilité, je le rappelle, à vérifier la solidité des ouvrages autorisés. À la suite de cette réunion, il a été pris la décision, M. le maire souhaite disposer d'une expertise neutre sur les travaux effectués afin de vérifier s'il existe réellement un risque en matière de sécurité, comme l'écrit M. Bressel. Cette expertise doit permettre à la ville de disposer d'éléments factuels permettant de confirmer ou d'infirmer le caractère dangereux de l'ouvrage litigieux et donc d'être tenu informé d'une éventuelle conséquence en matière de sécurité publique. Nous avons eu le rapport d'expertise avant-hier, pardon. Les conclusions ont été rendues. Absence, donc conclusion donc de l'expert, hein, absence de désordre structurel apparent dans les deux maisons. Et donc, il y a un extrait du rapport qui cite « L'ouvrage ne présente aucun désordre structurel apparent, il ne présente pas de risque apparent pour la sécurité des personnes. Il est considéré que la réalisation de cet immeuble n'a pas d'incidence notable sur les immeubles voisins ou le domaine public. » Voilà. Alors, bon, il y a des préconisations de travaux, d'enduit et tout ça, donc je vous laisse... D'ailleurs, le rapport d'expertise est disponible. Maintenant, je vais parler de la forme. Monsieur Bressel, bon, outre les mails, les visites en mairie intempestives, il continue à envoyer des demandes, là encore très récemment, et il a également filmé et enregistré les agents, donc des enregistrements pris dans l'hôtel de ville et postés sur les réseaux sociaux sans l'accord des agents. Je rappelle que ceci est passible de poursuite. Et d'ailleurs, on envisage de le faire. Donc, en l'occurrence, il est venu sans rendez-vous, effectivement, en mairie, en faisant un Facebook Live, enfin, voilà. Enfin, bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut calmer le jeu. Il faut que chacun reprenne un peu de bon sens, que M. Bressel, comme il s'était engagé lorsqu'on a vu M. le maire, devait prendre acte du rapport d'expertise. Donc voilà, le rapport d'expertise est tombé avant-hier, il est clair, il est net. Merci, Monsieur Caron. Donc je propose, oui, je vous donne la parole, et ensuite je proposerai à Monsieur Bressel, s'il le souhaite, de s'asseoir près d'un micro et de s'exprimer s'il le souhaite. Voilà. Donc, du coup, je vais repréciser la question, comme je voulais le faire tout à l'heure, parce que tout ça, en fait, c'est pas le débat pour moi. La seule question qu'on veut poser, c'est que nous sommes allés sur place. L'interrogation que nous avons eue, c'est le vis-à-vis. C'est-à-dire qu'on a autorisé, sur le permis de construire, donc, un étage avec une fenêtre, donc, qui est à l'arrière de la maison de M. Guzel, une fenêtre, et j'ai eu la famille de M. Guzel au téléphone. Je vais pas rentrer dans un débat de voisinage. J'ai vraiment une question. C'est qu'en fait, il y a la fenêtre qui est qui donne sur la cour de M. Bressel et sur la cour de l'autre voisine de l'autre côté. Mais vraiment, pile poil. Et ça, je ne comprends pas, parce que c'est une modification de la jouissance, finalement, des deux cours, quoi. Ça, je ne comprends pas comment on l'accorde, en fait. Après, il y a des règles du plus qui sont là, et effectivement, en ville, quand on construit en ville, souvent, on a du vis-à-vis. Mais après, il y a des règles du plus. Il y a des distances. Enfin bon, je sais pas, peut-être que M. Foin pourrait préciser, mais voilà. Enfin, cette construction respecte entièrement les règles du plus.
Après, on peut juger, Non, effectivement. mais y compris quand j'ai été contacté par un journaliste sur cette question, c'est la seule question que j'ai posée, pas autre chose, sur un article, en disant c'est cette question-là que je ne comprends pas, parce que alors moi je veux bien que les règles du plus, mais ça donne vraiment directement dessus. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai dû Non, faire mais des vous avez aménagements les sur ma mêmes maison. remarques pour celles et ceux qui fréquentent le cimetière de Vans-sur-Oise. Vous avez les mêmes remarques sur une maison en cours de construction, je ne crois pas que ce soit terminé, qui donne directement sur les gens qui viennent se recueillir sur les tombes de leurs chers défunts. Vous avez des remarques de ce type dans d'autres quartiers de Nogent où, effectivement, toute construction avec des fenêtres qui donnent sur la partie voisine, ça pose des problèmes. Évidemment, vous avez eu ce type de remarques quand il s'est agi de faire le programme immobilier Papyrus du côté de la papeterie. Bon, ça veut dire que quand on habite en ville, il y a un fait urbain qui fait que là où il y a un terrain vierge et des arbres, il peut à tout moment y pousser, conformément au PLU, une habitation. Ça, c'est la règle du fait urbain. On est censé avoir un jour ou l'autre des voisins, sauf si nous sommes propriétaires du terrain adjacent et que nous prenons en considération le fait qu'on n'a pas envie d'avoir des voisins. Voilà. Mais ça, c'est valable dans toutes les villes, Monsieur Penn. Après, on peut avoir des précautions sur les ouvertures accordées quand vraiment elles sont manifestement chez le voisin. Quand elles portent atteinte à l'intimité des personnes, il y a des règles prévues dans le PLU d'occultation et etc. Parce que là, je pense qu'il y a un sujet. Oui, non, mais il y a un sujet. Le PLU est une matière vivante. Et donc, nous avons, par exemple, la modification en cours. Nous sommes en train de réduire les possibilités de faire du logement sur une parcelle, de dédoubler, alors que ça va complètement à l'encontre de la nouvelle mode dans certaines villes qui consiste à dire on va construire dans les jardins des personnes. Nous, on est en train de réduire cette possibilité-là. Puisque le débat en milieu périurbain, c'est de dire plutôt que de bouffer de la zone agricole et de faire de l'étalement urbain, on va faire de la ville dans la ville. Et il y a des villes où ils font la chasse aux grandes parcelles et où ils incitent les propriétaires à vendre la fond de parcelle pour y construire des logements. Et donc nous sommes en train de faire le chemin inverse. Et donc, ce faisant, ça permettrait de réduire l'inconvénient que vous nous évoquiez. Je vais aller dans votre sens, puisque c'est ce qu'on avait évoqué lors du débat des élections municipales. Voilà. Ça fait partie du moratoire que nous avons mis en place en 2019. Bon, est-ce que... Alors je sais bien que... Juste pour préciser, dans ce cas concret, s'il y avait de la concertation et de la communication entre les deux parties, je pense que ça favoriserait les choses et solutionnerait sûrement les choses. Mais apparemment, c'est pas d'actualité. Bon, pas de demande d'intervention? Je ne vois pas monsieur... Moi, je ne vois pas monsieur Bressel, mais il ne souhaite pas intervenir, monsieur Bressel? 3. Pardon? Allez-y, alors. Soyez-vous là et... Bonsoir à tous. Pardon, excusez-moi. D'abord, une suspension de séance. C'est la règle. Je suspends la séance et je donne la parole à monsieur Bressel. Donc, je me permets de revenir sur les propos qui ont été dits par monsieur Caron, il me semble.
un bel été 2023. Prenez des vacances. Oubliez autant que faire se peut nos Gens-sur-Oise et revenez-nous en forme et en ferme à la rentrée. Merci à tous.